Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce dernier webinaire du cycle Le jeu en formation. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un jeu, mais d'une famille de jeux, la famille de jeux What a Game. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir trois spécialistes de cette famille de jeux, Niels Ferrand et Géraldine Abrami, qui sont chercheurs à INRAE, et Patrice Robin, qui est enseignant au lycée agricole de Perpignan-Tézat. Et donc, pendant que Niels commence à préparer son partage d'écran, moi, je vous rappelle que, comme d'habitude, vous avez deux possibilités d'interagir avec les intervenants et moi-même. Le bouton discussion, converser, chat, selon votre version de Zoom, qui vous permet de donner des informations au fil de l'intervention ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Et l'autre bouton important est le bouton Q&R pour questions et réponses qui vous permet de poser toutes les questions sur la présentation aux différents intervenants. Et donc, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Niels qui démarre l'intervention. À toi, Niels. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Philippe, pour votre accueil dans cette série de webinaires. Donc aujourd'hui, avec mes collègues Géraldine Abrami et Patrice Robin, on va vous présenter la famille What a Game et on va vous expliquer pourquoi dans cette session sur les jeux, eh bien, nous allons vous présenter quelque chose qui n'est pas un jeu. On va voir pourquoi et comment. Alors, le contexte général de ce travail et de ce qu'on a développé depuis une quinzaine d'années autour de What a Game, c'est en fait un travail beaucoup plus large sur ce qu'on appelle l'ingénierie de la participation et plus précisément les dispositifs d'accompagnement de la participation dans un grand nombre de pays du monde, dans lesquels on a des outils qui sont mis à disposition des acteurs. Et parmi ces outils, en fait, la conception par les acteurs eux-mêmes de modèles et de jeux au service du changement socio-environnemental. Donc, vous voyez à l'intérieur d'un cycle global d'intervention. Vous avez au demeurant en bas une URL whatagame.info/ingepar qui renvoie à une série de webinaires qu'on a pilotés jusqu'à récemment sur tous ces dispositifs, sur lesquels on ne reviendra pas évidemment aujourd'hui. On va vous parler que de What a Game aujourd'hui. Alors, quelle est l'idée générale dans ce contexte-là? L'idée générale, c'est que plutôt que de poser sur une table un jeu qui va être censé soit faire de la pédagogie, soit servir à régler les problèmes, en fait, on va amener les acteurs eux-mêmes à construire eux-mêmes en fait leur dispositif pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va rentrer dans une démarche de modélisation participative. Et donc, l'idée, c'est de faire co-modéliser pour co-changer. Et le jeu devient finalement un dispositif très sérieux au sens qu'il accompagne des changements. Mais évidemment, ça a une portée pédagogique importante aussi. L'idée générale première, c'est le fait que la modélisation est un processus qui a une vertu pédagogique, qui va permettre d'engager des acteurs. La deuxième idée, c'est qu'on propose des outils qui facilitent le processus et permettent de le rendre plus autonome en minimisant l'intervention d'un spécialiste, voire en la faisant disparaître. Et puis la troisième idée, c'est que ces modèles vont être effectivement utilisables par des collectifs pour leur permettre de simuler, de jouer des situations collectives en ayant appris à agir face à un environnement complexe, avec cet environnement complexe, et puis être créatif et voir éventuellement transformer le contexte social. Voilà le cadre général, et vous voyez qu'évidemment, ça va au-delà d'une approche classique de jeu. Alors tout ça, en fait, est issu d'un domaine que certains d'entre vous peuvent connaître, qui s'appelle la modélisation d'accompagnement, encore appelée COMOD, qui, en gros, depuis le milieu des années 90, avec un certain nombre de collègues, Barreto, D'Aquino, Lepage, Michel Etienne, François Bousquet, etc., ont développé avec nous un collectif de travail qui porte à la fois une posture, des démarches et des outils pour permettre de co-modéliser, de refaire re-rentrer les acteurs dans la construction, et puis d'utiliser effectivement des jeux de rôle, qu'ils soient sur table ou informatisés, pour permettre de comprendre le monde et changer. Donc, je vous renvoie au site de Commode, qui est commode.org, où vous trouverez toutes les informations. Alors, un exemple typique et historique important, c'est le travail. Bon, il y a eu un très grand nombre d'exemples, mais le travail qui a été conduit par Patrick D'Aquino, Christophe Lepage, François Bousquet, Alassane Ba au Sénégal, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait Self-Cormas, qui est très intéressant. Dès 1997, en fait, une co-modélisation avec des agriculteurs locaux, pour certains éventuellement illettrés, de leur situation de gestion au niveau du foncier et de l'agriculture, et puis la production d'un jeu de gestion
à la fois en version table, mais surtout une version informatique à ce moment-là. Donc voilà un exemple historique de nos collègues dans ce contexte-là. Alors en fait, nous, ce qui nous a intéressé à partir de 2008 à peu près, ça a été de se dire, oui, bon, Commode, c'est très bien, c'est très utile, ça marche bien, ça permet de structurer des savoirs, de les partager, de faire de la pédagogie, d'aller vers des modèles communs et de changer, mais il faut un spécialiste. Et le problème du spécialiste, c'est qu'il ne peut pas être partout, et qu'en termes d'extension sociale des impacts, ça va les limiter. Et donc, on a essayé de travailler sur la genèse de dispositifs beaucoup plus autonomes, permettant de faire disparaître à la limite le spécialiste dans ces différentes étapes. Alors, il y a beaucoup d'éléments méthodologiques sous-jacents. Évidemment, la question, elle est jusqu'à quel point, par exemple, des groupes d'apprenants, des groupes d'élèves comme ceux que vous pouvez avoir, vont pouvoir se débrouiller et qu'est-ce qu'on va leur mettre à disposition. Et donc, on a inventé, on a créé un dispositif spécifique et une famille d'outils, en fait, qui rentrent dans ce qu'on appelle la famille What a Game. Donc, vous avez le logo en haut. Et spécifiquement, pour commencer, on va vous raconter un petit peu quelques éléments autour du kit qui s'appelle Iniwag, comme initiation. Vous voyez ce kit à gauche. Alors, il y en a eu à peu près 350 de réalisés. On n'en a plus. Ils sont Creative Commons, donc les fichiers sont disponibles dans le cadre d'une convention. Il y a un certain nombre d'éléments. Et il y a surtout toute une méthodologie et un très, très grand nombre de cas d'usage qui ont été réalisés avec ce dispositif, qui donc, en fait, est un jeu de modélisation qui crée un jeu. Et ce jeu peut après être utilisé de façon beaucoup plus standard pour des explorations standards. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Iniwag ? Eh bien, dans Iniwag, dont vous voyez une instance ici tout en haut, vous voyez des bouts de papier, des billes, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Des terrains, des ressources matérialisées spécifiquement autour de l'eau propre, de l'eau sale, des infrastructures qui vont être assemblées, et des activités qui représentent formellement ce qu'en économie on va appeler des fonctions de production, qui font la relation entre des besoins et des impacts, et puis derrière un ensemble d'événements. Donc ça, c'est mis à disposition et c'est totalement modulable puisqu'on peut recréer des activités, on peut recréer des événements, on peut changer toute la structure, on peut changer de ressources. Alors, il y a beaucoup de cas qui sont mis en œuvre. Chaque année, dans des contextes pédagogiques, actuellement, on fait encore développer entre 25 et 30 cas, donc des nouveaux jeux à chaque fois, donc complets. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 150 cas, une grande partie on fait en contexte pédagogique, donc ça veut dire 150 modèles, 150 jeux. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Géraldine, et pour ça, je vais lui donner la main. Un instant, voilà, ça y est. C'est bon, Géraldine, tu as la main. Voilà. Donc là, dans cette partie, on va revenir plus spécifiquement sur l'utilisation de What a Game dans des contextes de formation. Est-ce que ça marche? Oui. OK. Donc, alors là, c'est une petite slide pour vous présenter un petit peu la manière dont on utilise What a Game dans un contexte pédagogique. Alors, les statistiques datent un petit peu, mais en gros, on a utilisé What a Game dans plus de 50 formations. Donc, il y a eu plus de 1000 participants depuis 2010, depuis que What a Game est stabilisé un petit peu tel qu'on vous le présente. Pour nous, c'est un exercice qui a un triple bénéfice, puisque ça constitue un laboratoire où on peut tester nos outils et nos processus. Ça nous donne accès à des contextes académiques où on recherche des formations innovantes. Et puis, ça nous permet de transférer nos outils vers des futurs professionnels, donc avec un prosélytisme assumé. Donc, sur la droite, il y a des petites stats sur, on voit un petit peu la diversité des pays dans lesquels nous sommes intervenus en formation. Et sur la slide suivante, on va voir plus le type de formation, si ça veut bien passer, ça prend un petit temps. Hop, OK. Et donc là, on voit un petit peu plus. Donc, quand on fait des formations avec What, on peut avoir des groupes assez larges. Donc là, en fait, c'est la taille des groupes d'apprenants sur le premier schéma. Donc, on peut avoir des groupes jusqu'à… On intervient au Master 1 de Montpellier, on a des groupes de 80 à 90 étudiants qu'on met en petits groupes de 4 à 7 étudiants qu'on fait travailler sur des cas réels dans lesquels ils jouent les rôles d'acteurs locaux pour concevoir un prototype de jeu. Voilà, donc diverses étapes que je vais présenter par la suite. Le schéma de formation est assez similaire dans différents contextes qui sont donc des modules dans des parcours académiques initiaux. Alors, ça peut être des modules sur des questions de gestion de l'eau, des questions de gestion du territoire.
Ça peut être dans des modules pour transférer nos approches à des acteurs locaux, à des porteurs dans des projets de recherche, ou ça peut être des petits modules de découverte ou d'initiation de professionnels. Bon, je vais avancer rapidement. Oups, pardon. Donc, je m'excuse, mais j'essaie de revenir en arrière, mais en fait, j'ai un contrôle à distance qui a un temps de latence qui fait que j'ai mes slides qui ont trop avancé. OK. Donc, on va s'arrêter là. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans la manière dont on utilise WhatAGame en formation. Donc, il y a un premier mode d'utilisation qui est un protocole rapide qu'on appelle Design by Playing. Donc, c'est un protocole qui peut se faire sur 2 heures, enfin une petite demi-journée. Donc, dans un premier temps, comme on voit sur la première photo, on fait jouer Iniwag. Donc, en fait, dans Iniwag, il y a un jeu clé en main avec des cartes d'activités qui représentent des activités imaginaires, mais qui ont des caractéristiques en termes d'utilisation de l'eau et de pollution contrastée. Et suite à cette partie de Iniwag, on enclenche ce qu'on appelle un processus de ludo-création, c'est-à-dire que directement, à partir du plateau d'Iniwag, les participants sont invités à modifier la forme du plateau, les rôles représentés par les joueurs et les activités, et de tester très rapidement un petit jeu sur ce modèle pour arriver à un prototype construit très rapidement. Je passe à la suite. OK. Donc, une autre manière d'utiliser WhatAGame, c'est dans un protocole pédagogique un peu plus détaillé qui se déroule plutôt sur 2 à 3 jours. Donc là, on prend le temps, dans un premier temps, de réaliser une introduction à notre approche, alors par des cours magistraux, et puis par éventuellement des sessions de découverte de différents jeux qui ont été produits avec WhatAGame, par une session de découverte de l'étude de cas qui est proposée aux étudiants, le cas échéant, s'ils ne sont pas eux-mêmes porteurs d'une étude de cas. Puis, dans un second temps, il y a une phase de cadrage et de modélisation conceptuelle où on demande aux étudiants en fait, de réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont les enjeux qu'ils veulent étudier dans leur étude de cas, et comment ces enjeux sont situés spatialement, et quels sont les acteurs qui portent ces enjeux, comment est-ce qu'ils interagissent. Donc, on leur fait travailler tout ça avec des outils de modélisation conceptuelle. Voilà, je passe à la suite. Voilà, donc ensuite, il y a toujours une session de jeu Iniwag qui s'insère quelque part, puisque ça permet de découvrir quels sont les éléments structurants des jeux WhatAGame. Et ensuite, les participants sont invités à concevoir un prototype. Donc, ils vont devoir, parmi les acteurs et les divers éléments qu'ils avaient identifiés dans leur modèle conceptuel, qui est en fait le système qu'ils se proposent de représenter, ils vont devoir sélectionner plus spécifiquement des rôles et des ressources qui seront représentés dans le prototype. Ils vont devoir spécifier pour chacun des rôles qu'ils auront sélectionnés des activités, définir des activités et calibrer de manière très qualitative la manière dont ces activités impactent et sont impactées par les ressources qu'ils ont sélectionnées. Ils vont devoir concevoir un plateau de jeu. Donc là, les photos que vous voyez sont tirées d'un jeu qui a été conçu en 2019 dans la session du Master O de Montpellier. Donc, c'était un groupe qui travaillait sur l'Adour. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, ensuite, on demande aux participants de faire un pré-test, c'est-à-dire assez rapidement, une fois qu'ils ont un prototype, après, disons, 2 heures de travail, entre eux, essayer de faire tourner le prototype, ce qui permet de repérer qu'est-ce qui manque pour finaliser ce prototype, c'est-à-dire des dynamiques, des règles, de la calibration, des scénarios, des événements, un tour de jeu. Et là, donc, sur le petit film, on voit la dernière phase de conception du prototype qui sont des tests croisés où chaque groupe d'étudiants fait tester son jeu à d'autres groupes d'étudiants. Donc, ça représente un petit peu le feu d'artifice final de la formation.
Puis chaque étudiant évalue les jeux auxquels il a participé, ce qui permet d'avoir un retour de leur pair. On peut passer à la suite. OK, donc cette année, nous avons dû effectuer nos modules de formation à distance. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a créé, on a porté nos jeux sur Google Slides. Donc, on a fait des interfaces hybrides où tout simplement, au lieu de manipuler les éléments, au lieu de manipuler des cartes et des billes avec les mains, on a des équivalents de cartes et de billes en forme sur Google Slides. Donc, on a porté le jeu Eniwak dont on a parlé, le jeu d'initiation, sur Google Slides. Et là, c'est un exemple de jeu qui a été produit entièrement en distanciel par un groupe d'étudiants. Donc, ça, c'est le résultat d'un travail de 2 jours. C'est un master qui s'appelle Clues. Voilà, ça a été fait l'année dernière. Je passe à la suite. D'autre part, pour ce qui est la numérisation de nos outils, on travaille actuellement en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Résurgence, qui est une entreprise de recherche et développement logiciel, dans le cadre d'un projet plus large de portage de nos outils couplage en ligne. Et donc, il y a une version 2D de What a Game qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc à terme, on pourra créer des jeux WAG dans une interface comme ça un peu plus attractive, on va dire, et ce sera fortement connecté à la création d'actions pour des stratégies en planification participative avec un de nos outils qui s'appelle Coplan. Alors, donc, depuis quelques années, nous avons porté une grande partie de nos outils sur un support de formation en ligne dans le cadre du projet Agrinicamp, donc qui est porté par Agrinium, qui s'appelle Tero & Co. Donc, avec un parcours pédagogique avec un parcours pédagogique type où on demande aux apprenants de prendre connaissance du MOOC, de divers modules qu'on leur cible. On les fait travailler en groupe. Donc, ça permet d'avoir une intervention de notre part beaucoup plus ciblée sur l'accompagnement du travail réel des étudiants. Et puis, le travail est restitué sur un site. Donc, on vous donnera dans les liens à la fin de la présentation, le site de rendu des groupes d'apprenants est disponible. Donc, on a un protocole de rendu standard et des jeux sont produits, donc les 150 jeux là, que Nils a montré dans ses premières slides. Voilà, donc je vais passer assez rapidement sur une vision un peu plus détaillée de ce protocole. Donc rapidement, voilà, il y a 8 modules dans le MOOC qui sont en train de s'afficher. Donc les 2 modules autour de WAG sont le module 2 et le module 4. Donc le module 2 permet de faire une session du jeu Eniwak, donc en mode simulation, et le module 4 permet de construire son propre jeu. Et puis, il y a en plus, donc les modules bleus sont des modules de groupe où on fait des choses, et les modules verts sont des modules qu'on suit. Et donc, il y a en plus un module spécifique sur la planification participative, sur l'ingénierie de la participation et sur l'évaluation de la participation. Voilà. Donc là, ce sont les exemples de résultats d'un groupe qui a suivi, le MOOC Tero & Co. Donc c'est un groupe d'étudiants également du Master O. Donc voilà, on voit qu'ils ont produit un schéma spatial, une analyse sociopolitique, des fiches acteurs, des modèles conceptuels en plateau, qu'ils ont réalisé un test externe de leur session, ils ont produit une vidéo et ils ont produit des stratégies intégrées de planification stratégique et des plans de participation. OK. Donc, rapidement, maintenant, nous avons présenté un petit peu la manière dont on utilisait WAG pour créer des jeux. Donc, on dispose également de jeux clés en main qui sont destinés spécifiquement à des applications pédagogiques. Donc,
On a un kit de jeu qui s'appelle L'eau en jeu, qui a été conçu avec la CASDEN il y a quelques années, dont le but était de diffuser un outil qui permette d'aborder différentes problématiques de gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant et à l'échelle du quartier, dans l'éducation nationale, du CE2 à la terminale. Donc voilà, cette boîte de jeu a été diffusée à 5000 unités. Donc, pour cette application, donc le kit pédagogique de jeu L'eau en tête, je vais passer la parole à Patrice, qui est le concepteur et l'utilisateur principal de cet outil. Oui, merci Géraldine. Donc, L'eau en tête, donc le contexte est, j'ai participé à une des formations proposées par Nice et Géraldine en 2010-2011. Et après, j'ai commencé à utiliser WaterGame de manière dans mes cours. J'enseigne l'économie. Pour aborder soit des questions de l'eau, soit des questions du développement durable. Et finalement, on est arrivé à la conception de ce jeu, donc L'eau en tête, qui comporte 4 plateaux de jeu, en fait, 3 qui sont dédiés à la gestion quantitative et 1 plus à la gestion qualitative, le problème des pollutions diffuses, pardon. Alors, on peut voir peut-être les différents plateaux, à quoi ils ressemblent. En fait, les 3 plateaux ont été conçus pour représenter différentes échelles de gestion de l'eau, donc du bassin versant entier. Donc, on a travaillé avec le syndicat de rivière de La Tête, dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, une échelle correspondant à plus l'aval du bassin versant, donc la plaine du Roussillon. Et puis, une échelle correspondant à un territoire beaucoup plus local avec un canal d'irrigation géré dans le cadre d'une association syndicale. Et enfin, donc, le 4e plateau donc, qui va apparaître et qui, lui, est dédié donc, à la question des pollutions diffuses, où là, on va simuler les transferts, donc à la fois des applications techniques sur la gestion des adventices, donc soit par herbicide, soit sans herbicide. Et là, en fait, on simule le transfert et le devenir donc des résidus d'herbicides en eau superficielle ou en eau profonde. Voilà. Donc, en termes d'usage, c'est un jeu qui peut être utilisé depuis les classes de seconde jusqu'au BTS, voire même en licence. Hein. Il a été édité, là, il y a 25 exemplaires en fait qui ont été édités et qui sont disponibles pour une diffusion au sein de l'enseignement agricole, mais on essaie aussi de développer un peu les usages du jeu, soit à travers les plateaux, soit à travers les cartes en fait, hein, qui sont disponibles auprès d'autres acteurs, par exemple un parc naturel régional, des collectivités locales ou des syndicats de gestion de l'eau, syndicats de rivières. Voilà. Donc, alors, ce que je peux préciser peut-être, c'est les types d'usages et d'acteurs hein, qui sont représentés dans le jeu. On va retrouver bien sûr les agriculteurs avec des productions représentatives du contexte roussillonnais, mais avec des cartes qui permettent éventuellement d'imaginer d'autres contextes. Les aménageurs, donc les collectivités territoriales, hein, qui ont en charge notamment la question de l'eau potable, du traitement des eaux usées, mais aussi des questions d'aménagement, de développement du territoire. Les industriels sont présents dans certains plateaux. Les habitants eux-mêmes, qui peuvent être des utilisateurs d'eau à travers, par exemple, des jardins ou la manière dont ils utilisent l'eau potable. Et enfin, bien sûr, des rôles qui sont plus des rôles de gestionnaires, hein, donc soit gestionnaire de canal, soit gestionnaire de barrage, qui sont également des rôles qui apparaissent dans ce kit de jeu. Voilà. Merci Patrice. Donc je complète pour la suite des exemples et je conclurai la présentation. Donc, dans le cadre, alors on a un ensemble de kits qui ont été développés, ça a été dit. Parmi ceux-là, on peut citer aussi par exemple My River Kit qui a été développé dans le cadre d'un projet Interreg alpin, zone alpine, qui porte spécifiquement sur la question de services écosystémiques. Donc là, on en a aussi produit un certain nombre qui ont été mis en place et pour lesquels il y a des différents éléments de présentation. Donc,
On voit qu'il y a des thématiques assez variées, donc on n'est pas revenu sur toutes les mises en œuvre. Il y a des questions là sur l'agroalimentaire, on en reparlera un petit peu après. On va voir aussi qu'il peut y avoir des niveaux d'expertise importants. Dans l'exemple présenté par Patrice Robin, il y avait une expertise déjà assez conséquente sur les pratiques agricoles. Là, on a un autre exemple de mise en œuvre dans le cadre d'un projet porté par le réseau Europed avec des partenaires au Sénégal en particulier sur l'assainissement et le développement d'un jeu spécifique pour les communautés autour des problématiques d'assainissement individuel et collectif, hein, avec une très forte composante d'expertise qui a été insérée dans le jeu, puisqu'on met à disposition des communautés locales un référentiel complet sur toutes les pratiques d'assainissement disponibles qui a été fait avec des collègues experts, le tout étant porté par des associations locales qui se font le relais à la fois au niveau formation, pédagogie, etc. Et donc, c'est un jeu qui va permettre d'explorer le choix d'assainissement au niveau local avec une représentation des problématiques collectives par des mouches qui en fait vont propager des enjeux de santé publique au niveau local, etc. Voilà, donc ça c'est un autre exemple de mise en œuvre de la famille WAG. Encore un autre exemple assez récent dans le cadre de la thèse de Benjamin Loury sur la réutilisation des eaux usées traitées, en partenariat avec la Société du Canal de Provence, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et le Parc de Luberon, où il y a eu un développement d'un dispositif participatif exploratoire sur ce qu'on appelle la réut, hein, la réutilisation des eaux usées traitées, et une version à la fois matérielle qui a servi au support à partie du travail, et une version en ligne qui s'appelle OSEC, pour justement pouvoir faire évaluer à des joueurs hein, des éléments de comparaison entre des solutions, dont la réutilisation des eaux usées traitées. Voilà, donc on va conclure simplement pour vous dire quelques mots complémentairement. Alors, le cas du Sénégal en faisait déjà partie, mais comment est-ce qu'on utilise What a Game en recherche-action? Donc, Géraldine évoquait tout à l'heure, et d'ailleurs c'est elle qui est ici sur la photo dans cet atelier qui a lieu il y a fort longtemps au Niger, un temps collectif très important, donc on retrouve avec des étudiants en contexte d'apprentissage, donc il y a un effet miroir en fait dans ces démarches-là, et puis derrière, progressivement la construction par les acteurs de leur propre modèle qui devient à un moment donné un outil de gestion. Donc là c'est un cas historique en Ouganda avec un usage très large, puisqu'il y a eu 2500 ou 3000 utilisateurs de ce dispositif spécifique sur un problème de gestion de rivières, d'écosystèmes, etc., et de santé humaine. Voilà. Et à chaque fois, on retrouve un peu les mêmes dynamiques qui sont évoquées au départ, c'est-à-dire une modélisation avec un travail un peu formel sur qu'est-ce qu'on veut représenter et une très grande variabilité finalement de ce qu'on peut représenter. Qu'est-ce qui est en jeu dans les familles What a Game? Ce n'est pas que l'eau, c'est des ressources communes qui circulent, qui sont partagées, sur lesquelles il y a des activités transformatrices, sur lesquelles il y a des politiques publiques, hein, puisque les politiques publiques sont matérialisées, et on va obliger, parce que c'est notre rôle de pédagogue aussi, les participants, que ce soit des apprenants ou des acteurs, en fait, à représenter ce qui est important dans leur territoire, comment ça marche, la complexité du monde et comment c'est régulé. Et c'est ça l'enjeu derrière qu'on retrouve dans beaucoup de ces modèles. Et derrière, bon, notre boulot de chercheur, il est de regarder comment ça se déroule en termes de conception et surtout comment ce petit instrument-là, parce que pour vous, ça paraît peut-être déjà un truc assez large, mais pour nous, c'est un morceau dans une chaîne décisionnelle globale, ben, comment est-ce qu'il vient modifier des représentations, permettre aux acteurs de se coordonner, de mieux comprendre la situation. Voilà, alors en conclusion, on arrive à une demi-heure. L'idée générale, c'est faites vos jeux, plus exactement, faites faire des jeux. Plutôt que de poser un jeu sur une table, l'idée, c'est positionner vos apprenants, quel que soit le niveau, vraiment quel que soit le niveau. C'est des choses, on a eu l'occasion de le faire avec des classes primaires, ça marche à tous les niveaux, jusqu'à l'université, avec des professionnels. Donc, faites faire des jeux, il y a de la méthodologie pour ça, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par What a Game, il y a d'autres façons de le raisonner, etc. Mais c'est extrêmement intéressant et important de faire co-construire un jeu en partant par une démarche de modélisation participative. Et puis après, derrière, effectivement, ça peut devenir un beau produit, ça peut devenir un bel objet qu'on va pouvoir tester en interne, en externe. En externe, ça veut dire avec des vrais acteurs, hein. Vous pouvez amener vos apprenants à aller vers le reste du monde, finalement. C'est une gratification, c'est aussi une valorisation qui peut être rendue visible par un vrai produit. Et puis, vous avez des outils. Alors, à retenir que, encore une fois, là, on vous a présenté un héritage historique autour d'une
cadre qui est celui de notre mission institutionnelle autour de la gestion de l'eau et la gouvernance de l'eau. Mais en fait, il y a eu des transpositions très multiples. J'interviens par exemple dans des masters, dans d'autres contextes, sur des problèmes de développement durable, d'intelligence territoriale. On a des choses qui n'ont absolument rien à voir sur les problèmes d'emploi, de santé publique, de migration, etc. Et en fait, on retrouve la plupart des déterminants et des hypothèses de base. Et on peut même réutiliser une partie finalement des cadres de formation parce que la transposition est relativement facile. Alors, cette présentation est disponible sur l'adresse qui est indiquée ici, qu'on va vous remettre dans la discussion. Et en complément, on vous a mis des liens sur un certain nombre de sites d'information, sur les protocoles, etc. Bon, je passe ces détails et je propose qu'on vienne à la discussion. Une dernière précision, c'est que c'est un morceau de notre activité, pas la totalité, que notre équipe n'est pas très grande. On a souvent beaucoup de sollicitations pour donner des coups de main. Donc, c'est pour ça qu'on a fait les MOOC et on essaie de renvoyer autant que possible pas mal vers les MOOC. Puis après, c'est dans le contexte de projets collaboratifs qu'on intervient avec d'autres structures, tout simplement parce qu'on n'est malheureusement pas assez nombreux pour pouvoir répondre aux demandes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Niels, Géraldine et Patrice. Donc, n'hésitez pas à poursuivre avec un certain nombre de questions. Il y a des questions que vous avez déjà vues, Niels et Géraldine, donc sur lesquelles on va revenir. Peut-être de manière plus générale, je trouve qu'effectivement, c'est bien de terminer ce cycle par cette grande ouverture que vous faites sur l'usage des jeux en formation. Et du coup, peut-être en première question introductive, puisqu'on a la chance d'avoir à la fois un représentant de l'enseignement technique et des représentants de la recherche qui interviennent plutôt au niveau master. En termes d'usage et d'encouragement à la production, à la conception de nouveaux jeux, est-ce que vous avez dans vos environnements comment dire, beaucoup d'enseignants qui se lancent dans la conception de nouveaux jeux? Est-ce que, Patrice, du côté de l'enseignement technique, comment tu vois ça, toi, le développement des usages de jeux en formation et en particulier dans la conception avec les apprenants? Je dirais que l'intérêt pour les jeux, en fait, moi, ce que j'ai pu observer à travers les contacts que j'ai pu avoir en lien avec ce projet de l'eau en tête, il y a un intérêt pour les jeux qui est certain chez les enseignants, enfin pas tous bien sûr, mais il y a beaucoup d'enseignants qui peuvent être sensibles à la question du jeu, sûrement plus comme utilisateurs de jeux préexistants que comme concepteurs. Le travail de conception, c'est d'abord, quand on l'a jamais fait, ça peut faire un peu peur, donc ça demande un investissement quand même assez conséquent. Mais ça m'est arrivé d'accompagner en fait des collègues qui souhaitaient se lancer dans cette aventure de la conception. Et s'ils sont accompagnés, en fait, il faut qu'il y ait un cadre. Sinon, ça repose vraiment sur l'engagement personnel et puis la motivation personnelle. Si on veut passer à l'étape supérieure, il faut créer des cadres d'accompagnement et montrer, et après montrer qu'est-ce que ça apporte finalement aussi au système d'enseignement. On sait que ça apporte des choses, mais il faut pouvoir l'étayer par des exemples précis, quoi. Ouais. Et du côté du SUP, dans les collègues des masters ou autres, ou des écoles d'ingénieurs, vous voyez ça comment? Alors, je vais déjà faire un commentaire sur l'infrasup, simplement par rapport à l'expérience de l'eau en jeu. L'eau en jeu, c'est quand même 5000 kits en France qui ont été distribués gratuitement aux collègues dans les établissements. Et en fait, le saisissement a été relativement limité pour deux raisons qui sont évidentes. La première, c'est que les enseignants n'ont pas le temps, ou n'ont pas de temps affecté, ou considèrent qu'ils n'ont pas de temps. Après, certains ont montré qu'ils pouvaient avoir le temps s'ils le souhaitaient, mais c'est compliqué, disons, pour eux. Et puis, il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation, bien qu'on ait fait les tutoriaux, etc. Le saisissement a été limité de ce point de vue. Alors ça, c'est pour ce qui est plutôt des lycées, collèges, lycées, etc.
Pour ce qui concerne le cadre universitaire, donc on a, que ce soit nous ou nos collègues, par exemple, dans la mobilisation d'accompagnement du groupe Commode, régulièrement des collègues enseignants qui interviennent. Leur façon d'aborder les choses, en général, est beaucoup plus portée par des projets finalisés, financés, etc., que, à notre connaissance, des démarches pédagogiques où à chaque fois, ils seraient dans la même démarche de répétition de ces processus, de mettre des groupes à construire des jeux et des modèles. Hormis les quelques collègues dont c'est vraiment la spécialité, je pense par exemple à des choses qui peuvent être encadrées par notre collègue et ami Nicolas Bécu dans le cadre de ses formations, ou un certain nombre de choses. Après, il y a les formations spécifiques dans le domaine, et là, Géraldine peut peut-être dire un mot sur les écoles commodes et les choses comme ça. Oui, nos collègues de Commode interviennent aussi en master, donc notamment dans le master de diversité à Toulouse. Et il y a des écoles chercheurs qui sont organisées régulièrement par le groupe Commode. Tous les ans, en général, il y a une école chercheur qui dure une semaine où on aborde la conception de jeux de rôle et l'accompagnement à la décision collective par la modélisation et le jeu dans un contexte de recherche-action. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça répond aussi à la question de Thiago Siqueira dans les questions posées, puisque, en fait, la demande est comment faire des jeux et de la démarche que vous avez présentée une approche scientifique de recherche. Alors, c'est une question qu'il faut un petit peu ouvrir sur quel cadre scientifique. Donc, je vais déjà mettre de côté ce que nous, on fait spécifiquement dans les enjeux décisionnels et participatifs. C'est-à-dire que pour nous, c'est intrinsèquement un sujet puisqu'il s'agit de produire des connaissances sur la façon dont on va accompagner des transitions territoriales, du changement socio-environnemental et comment est-ce que ça intervient. Donc ça, c'est en soi un sujet. Maintenant, mobiliser ce type d'approche dans des démarches scientifiques générales, par exemple en écologie ou en agronomie, c'est des choses qui se font déjà. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que historiquement, en fait, l'émergence de la modélisation d'accompagnement au début des années 90 s'est positionnée dans la lignée du programme Environnement Vie Société du CNRS, avec des gens comme Jacques Weber, etc., qui ont porté des démarches en reconsidérant le rôle de la modélisation comme support de multidisciplinarité, comme support aussi de relations avec les acteurs, et donc en se posant une question différente sur le statut des acteurs de terrain dans la démarche de modélisation. Et là, ça remet en question aussi le statut des savoirs, puisque sans tomber du tout dans une quelconque forme de relativisme, ça dit attention, même si les représentations des acteurs sur le monde sont fausses par rapport à un état de connaissance à un moment donné, c'est celles-là qui agissent, puisque c'est à partir de ça qu'ils agissent. Et donc, on essaie de retrouver des solutions pour avancer là-dedans, et ça repositionne tous les travaux que font des collègues en écologie, agronomie, etc., vis-à-vis des acteurs. Donc, bon, en agronomie, il y a des choses qui étaient assez proches de ça depuis longtemps hein, dans les filières de transformation des pratiques. Donc, ce n'est pas complètement nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, et ça a bien été étudié, vous avez pas mal de travaux, de publications dans Nature Sciences Société, pour montrer comment c'est un substrat très intéressant pour reconsidérer des travaux d'équipe, la multidisciplinarité, une relation à l'environnement, etc. On peut même dire que ça se développe, je trouve, beaucoup ces derniers temps. D'ailleurs, dans le cycle Le jeu en formation, hein, je vous ai mis le lien vers les vidéos, il y a à peu près un quart, voire la moitié des jeux qui ont été présentés pendant ce cycle qui sont issus de travaux de recherche et qui se font en même temps que des travaux de recherche, à tel point qu'à l'INRAE est en train de se mettre en place une plateforme qui présentera tous les jeux qui sont produits dans un cadre de recherche et qui sont appelés à s'ouvrir justement à l'ensemble des thématiques. Peut-être les questions sur lesquelles vous aviez commencé à répondre, la question de Valérie sur la possibilité d'usage de ces jeux ou de ces démarches dans le contexte agroalimentaire. Nils, tu as proposé que tu en retrouves. Le contexte agroalimentaire, c'est vaste. Alors, ça dépend si on va parler, par exemple, des filières amont ou des unités de transformation ou des questions d'alimentation en lien avec les populations au sens large, donc par exemple sur la restauration collective. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans… Alors, il y a les jeux et la démarche. Donc, la démarche, c'est faire de la modélisation préalable à des jeux. D'accord ? Ça, c'est transposable à beaucoup de choses
y compris même dans le champ industriel. Il y a des collègues en sciences de gestion qui font ça dans le champ industriel, qui font donc modéliser des processus et des filières ou de l'organisation et derrière l'utiliser en transformation. Et puis, c'est aussi vrai pour un territoire. Donc, l'agroalimentaire, il faut voir de quoi on parle dans l'agroalimentaire. En tout cas, c'est certain que c'est tout à fait abordable, avec des liens potentiels avec tout ce qui a à voir avec l'analyse de cycle de vie, le métabolisme territorial, des choses comme ça. Donc après, ça dépend quel niveau de modélisation un peu plus formel on veut mobiliser en amont. Donc on peut travailler de façon relativement qualitative avec les connaissances qui sont mobilisées par les participants. On peut aussi travailler avec des modèles plus durs. C'est le cas, par exemple, si on prend de l'hydroclimato d'un côté, mais ça va être le cas si on prend des modèles économiques. Patrice, qui est du côté économie, a eu dans la conception de ces jeux un investissement sur le côté économique assez marqué. On a d'autres collègues qui ont fait beaucoup de choses autour de l'économie. Voilà. Donc, la notion de domaine d'application est assez ouverte. C'est vrai que What a Game en tant que tel, c'est plutôt orienté au départ sur l'eau, mais en fait, les schémas, qu'est-ce que c'est que des flux des ressources? On retombe sur du métabolisme, sur des systèmes de circulation de flux et de la gestion des communs au sens de la théorie des communs d'Ostrom, qui est très présente dans ces communautés. La Valérie, elle parle plutôt du côté usine de transformation, c'est-à-dire vraiment sur les process de transformation alimentaire. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le lien entre c'est plutôt les systèmes sociotechniques. Donc, si c'est vraiment de la technique dure, faut être objectif. La modélisation systémique classique, industrielle, grand système est beaucoup plus adaptée et on est dans un autre monde. Donc là, on peut mobiliser des démarches similaires avec des outils de modélisation dure. Par contre, là où ça devient, en termes de transposition pertinemment, c'est sur les aspects sociotechniques ou socio-environnementaux. Sociotechnique, ça veut dire qu'on va regarder la relation entre une filière de production primaire en agriculture, les transformateurs, éventuellement la commercialisation, et puis après l'unité de production au milieu, ces process. Mais pour le reste, il ne faut pas chercher à tout prix à plaquer ce type d'approche à toutes les situations, y compris les cadres de modélisation industrielle. Ça devient intéressant quand il y a plusieurs acteurs, en fait. Et on peut peut-être citer parmi les membres de Commode qui interagissent un petit peu avec What a Game, Juliette Cerceau, qui est enseignante à l'école des mines d'Alès et qui développe des jeux sur un petit peu des process de transformation. Donc, notamment, là, on a interagi avec elle pour un jeu sur la pollution par les mines d'or au Niger. Donc, avec aussi à l'intérieur des process un petit peu de transformation de petites industries, mais toujours dans un cadre de multi-acteurs. Bon, la liste est assez longue, donc après, on peut regarder les questions spécifiques. Je compléterai sur une réponse qui a été faite à Corinne Guerlesquin sur la question de l'accessibilité des MOOC. Alors, on va renvoyer à Philippe, puisque en fait, les MOOC dont on parle sont des MOOC Agrinium. Donc, la réponse est une réponse Agrinium. Oui, en fait, il y a deux types de réponses, parce que c'est évolutif actuellement, en particulier si c'est pour l'enseignement technique agricole, puisque en fait, donc effectivement, pour l'instant, le MOOC TerroEco est sur la plateforme AgriNew, donc sur une plateforme e-learning d'Agrinium, et là, il suffit effectivement de nous faire la demande d'accès et moi je vérifie avec Niels et ensuite après il suffit de nous envoyer une liste d'étudiants, d'apprenants à inscrire et nous on vous donne en accès libre, gratuit. Ça c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que spécifiquement avec l'enseignement technique agricole, le ministère de l'Agriculture est en train de mettre en place une plateforme, un espace au sein de la plateforme nationale de l'éducation nationale, une plateforme Moodle, et dans lequel nous, on abondera avec un certain nombre de cours qui seront choisis par les enseignants ou en tout cas le comité de pilotage de cette plateforme qui va s'appeler Magister, qui va être une plateforme de cours en ligne qui va à disposition des enseignants des lycées agricoles. Et donc là, ça veut dire qu'il y aura aussi cette solution-là qui sera possible. En tout cas, pour l'instant, n'hésitez pas à me mettre un mail et il n'y aura pas de souci pour vous donner accès.
Il y avait une autre question concernant l'évaluation. Donc, Géraldine a introduit la réponse, m'a dit qu'on vous en parlerez. Donc, Gilles qui pose la question sur quelles sont les suites de la mise en œuvre de ce jeu et quelles évaluations de ces jeux. Comment vous évaluez ces jeux comment ça abonde ensuite la suite de vos travaux? Donc, ça dépend si c'est une question évaluative académique ou évaluative recherche. Donc, si c'est une question évaluative académique, on peut dire 2 mots sur l'évaluation du point de vue académique. Donc, en général, d'abord, c'est des travaux de groupe. Donc, on a une petite composante individuelle, mais qu'on minimise, et on fait une évaluation collective qui a essentiellement 2 parties. On a une grosse restitution qui est faite en ligne. Donc, chaque groupe génère automatiquement un rendu complet en ligne sous forme d'un projet semi-professionnel autour d'une étude de cas, y compris sur des durées relativement courtes, y compris sur 3-4 jours de formation. Et nous, on évalue ça. Et puis après, il y a les éléments complémentaires de ce qui est réellement produit en termes de jeux, de modèles, de solutions participatives, parce qu'il n'y a pas que les jeux dedans. Donc ça, c'est sur le côté académique. Alors maintenant, sur le côté recherche. Alors là, on vous renvoie dans la présentation en particulier, d'une part, à un guide méthodologique spécifique qui a été édité par 3 collègues, Emily Nassen-Forder, Anne Drey et William Zdaré. Pendant que je parle, peut-être Géraldine, si tu peux remettre le lien éventuellement sur le guide. Donc, c'est un très, très bon bouquin de méthode de suivi et évaluation, finalement, des processus de jeu qui a été fait par ses collègues. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 2 choses complètement différentes. Il y a le processus et l'impact. Donc, le processus, c'est comment se passe une session ou des sessions. Alors, éventuellement même, comment se passe la conception en tant que modélisation. Donc, nous, ce qu'on peut regarder, ça va être regarder effectivement les connaissances qui ont été apportées, les connaissances mobilisées, comment il y a des processus de réfutation, la confrontation entre des savoirs profanes et des savoirs experts. Donc, ça fait partie de la génération finalement. Et puis après, il y a l'usage. Alors, l'usage, c'est au niveau du jeu. Nous, par exemple, dans les tests croisés, on a, je ne sais plus combien, 1500 évaluations qui ont été faites, où il y a une coévaluation de l'usage du jeu avec un certain nombre de critères qui sont, disons, réalisme, le fait que ça soit ludique, que ça soit engageant, etc. Et puis l'impact. Alors, le vrai impact, c'est quoi? C'est les apprentissages, c'est les transformations sociales, etc. Donc, qu'est-ce que produit un jeu? Alors, en tant que chercheur, ce qui nous intéresse sur les terrains, puisqu'on s'intéresse à la vraie transformation socio-environnementale, ça va être comment les acteurs se sont réappropriés la complexité de leur situation de gestion, comment éventuellement les valeurs et préférences sont transformées, des enjeux de justice sociale qu'on va requalifier, et puis plus largement les pratiques, c'est-à-dire ce que ça change effectivement dans les pratiques des gens. Donc ça marche sur des processus assez grands. On parlait de l'Ouganda, par exemple. L'Ouganda, on a quasiment 3000 participants dans 32 communautés sur une période d'1 an. Donc on peut faire de l'évaluation un peu sérieuse sur des impacts transformatifs, sur des cas réels. Sur les cas pédagogiques, on a un peu la même chose quand même, c'est-à-dire que quand on a le temps, on peut essayer de mesurer effectivement comment, entre le début et la fin d'un processus d'utilisation d'un jeu ou de modélisation, eh bien, les représentations ont évolué, comme on le fait dans n'importe quelle démarche pédagogique. Là, je renvoie d'ailleurs à la dimension recherche du projet AgreenCamp, piloté par Philippe, dans lequel il y a eu un travail de fait là-dessus. Et la dernière chose qu'on peut dire, ça, je pense que c'est intéressant pour certains d'entre vous, c'est qu'en fait, on peut utiliser un jeu, non pas la modélisation, mais un jeu comme un outil de mesure en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant jouer un jeu particulier, c'était le sujet d'une thèse qui s'appelle Sarah Loudin, en fait, l'usage du jeu peut donner des informations sur la capacité collective d'un groupe. En l'occurrence, on renvoie à une notion qui s'appelle la capabilité, qui est mesurable effectivement avec cette épreuve, c'est un peu comme de faire jouer un match de foot, à cette épreuve pour le groupe suite à un usage. Donc en fait, on peut faire un jeu, puis un autre jeu, le deuxième jeu servant à mesurer l'impact du premier. Voilà. Ok, merci. Alors, je pense que Gilles a eu sa réponse parce qu'il reprécisait que c'était effectivement, dans le cas d'une utilisation en cours avec des apprenants et 2, dans une utilisation avec des acteurs. Mais il me semble que tu as répondu aux 2 cas.
Je voulais juste, il y avait Antoine Wieroszowski qui précisait là, sur sa question, il disait les personnes non étudiantes type acteurs de l'eau, oui, tout à fait, on utilise le… Alors après, c'est une question de temps, parce que ça dépend si on prend des morceaux ou la totalité du MOOC. La totalité du MOOC, y compris le travail d'équipe, de groupe, puisque c'est des groupes apprenants, c'est de l'ordre de 50 heures de boulot, donc c'est vraiment beaucoup pour des vrais acteurs. En même temps, faut ce qu'il faut, c'est-à-dire que c'est une question d'engagement et d'investissement. La partie spécifiquement sur l'utilisation des modèles et la participation, ça va correspondre, je pense, à une quinzaine d'heures. Et c'est toujours pareil, hein, c'est plutôt des petits groupes. Hein, ce n'est pas des choses qui sont vraiment adaptées à un apprentissage individuel. Alors, voilà. Donc, en fait, là, je voudrais compléter aussi, ce n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question de dispositif dans lequel on est. Si on est dans un dispositif de formation continue classique, avec un financement de formation continue, là, on considère que il y a d'une part les ressources qui existent, qui peuvent être mises à disposition, mais il y a surtout un service de formation, parce que l'objectif, c'est que les chercheurs comme Niels ou Géraldine n'ont pas le temps ni forcément l'envie de pouvoir faire de la formation continue en permanence. Et donc, là, on est en train de regarder pour TerraEco si un service formation continue, par exemple, de l'Institut Agro serait prêt à s'investir sur cet accompagnement. Mais ça voudrait dire qu'à chaque fois, il faudrait qu'il y ait un enseignant. Après, il peut y avoir, par exemple, si vous êtes enseignant, formateur dans le domaine de l'eau et que vous voulez mobiliser les ressources et faire de la formation continue avec, il y a quand même de la propriété intellectuelle. Et donc là, il faut qu'il y ait une convention d'usage qui soit mise en place, qui peut se faire à titre gracieux, hein, en particulier avec des centres de formation continue publics. Mais vous comprenez bien qu'avec des centres de formation privés, c'est normal qu'il y ait une discussion sur le partage de la valeur. Donc, tout est possible, bien sûr. Ces ressources, ça doit être utilisé au maximum. Et donc, après, il peut y avoir des modèles de convention selon le public à former et selon le service de formation qui assure le tutorat, l'évaluation, etc. Voilà, je pense effectivement valable pour les personnes qui vont piloter la démarche localement. Ok, donc là, je crois qu'on a répondu. Ensuite, alors Patrice a répondu à des questions de Corinne, en particulier sur la question de l'usage des jeux dans des stages collectifs. Je pense qu'effectivement, merci Patrice pour avoir répondu. Je pense qu'effectivement, dans des démarches, bon, je sais que dans l'enseignement technique agricole, en BTS en particulier, il y a des démarches de pluridisciplinarité ou de modules d'initiative locale, et je pense que effectivement, c'est vraiment des contextes où il peut y avoir des approches pédagogiques différentes sous forme de stages ou sous forme de projets collectifs. Et donc là, c'est vraiment des contextes où les usages de jeux sont facilités, c'est clair. Hein. Mais pour compléter ce que tu dis, Philippe, c'est clair qu'on a aussi, internationalement en particulier, hein, dans pas mal de pays où on est intervenu en dehors de la France, des contextes pédagogiques qui peuvent être soit vers des étudiants, soit aussi vers des techniciens, qui vont aller très clairement vers des stages de terrain, c'est-à-dire qu'on prend des cas réels, y compris du terrain, et il y a une démarche de diagnostic. Donc ça a été un gros travail, par exemple, qui a été fait par des collègues du CIRAD avec l'AFD en Tunisie, où on a fait des choses similaires au Costa Rica ou au Maroc. Et derrière, évidemment, élaboration effectivement d'une démarche de modélisation, puis d'une démarche de jeu, puis d'une démarche de planification. Et l'enjeu est la structuration collective des connaissances. Hein. Ça renvoie aussi à la question qui était posée en premier par, je ne sais plus comment il s'appelle, Thiago Siqueira, sur une démarche de recherche. C'est vrai pour les différentes catégories. C'est aussi un point important sur la notion de pédagogie et d'apprentissage, c'est-à-dire qu'une grosse différence entre pas mal de collègues qui portent, par exemple, des démarches scientifiques et qui vont faire de la formation derrière, c'est que nous, en fait, on fait la formation devant. Pourquoi ? Parce que la démarche qu'on est amené à conduire, qui est centrée sur de la recherche-intervention, nécessite en amont de la formation pour un certain nombre d'acteurs porteurs, c'est ce qu'évoquait Antoine Wieroszowski dans sa question, qui vont être des pilotes, des animateurs, etc. Donc, il faut les former en amont. Après, il y a mise en œuvre.
Et puis, il y a une composante aussi importante, c'est le suivi-évaluation dont on a parlé. Et tout ça rentre dans le schéma de transformation. Mais c'est vrai aussi pour des étudiants, et on est très content quand il y a des étudiants qui deviennent des professionnels et qui reprennent des méthodes, parce que ça fait quand même pas loin de 15 ans, enfin 12 ans qu'on fait de la formation sur ces questions-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir sortir des étudiants qui, après, vont effectivement mettre ça en œuvre, soit dans les bureaux d'études, soit en tant qu'acteurs publics dans les structures publiques, des EPTB, des EPCI, etc. Ok, merci beaucoup. Il me semble qu'on a épuisé le jeu des questions. Alors, il y a Antoine qui, dans le fil de discussion, précise que si on veut avoir des terrains de jeu pour les étudiants, il y a le réseau réseaurivière.org, ce qui serait effectivement intéressant de diffuser en particulier, mais je pense que vous le connaissez, Patrice, du côté du réseau eau là, de Dominique Dalbin, je suppose qu'ils connaissent, vous connaissez ce réseau, non? Oui, donc au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'enseignement agricole, il y a des réseaux thématiques et donc il y a un réseau sur le thème de l'eau, donc animé par Dominique Dalbin, qui était un partenaire d'ailleurs dans l'élaboration de l'eau en tête, et qui a pour rôle à la fois de faire circuler de l'information, de mutualiser les expériences. Donc il y a un lien qui figure dans le diaporama qui permet d'arriver sur la fiche qui décrit l'action l'eau en tête, mais en fait, il y a plusieurs centaines de fiches sur des actions pédagogiques liées à l'eau dans l'enseignement agricole de tous ordres. Donc c'est un réseau qui est riche à la fois pour aller chercher des ressources, mais aussi pour faire connaître ou être un support aussi pour éventuellement chercher des partenaires, diffuser, etc. Ok, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous arrivons bientôt à l'heure de la fin. Et donc, je voulais vous remercier tous ceux qui ont participé pour les questions. Et évidemment, je remercie Géraldine, Niels et Patrice pour leur intervention, leur présentation. Et donc, je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, nous abordons un nouveau cycle de l'ADI Pédagogie d'Agrium pour parler des innovations pédagogiques des enseignants dans cette période où il y avait tout en distanciel, et bien, comment ils ont pu innover dans leur pratique pédagogique de manière à donner des idées pour les autres, même si nous espérons tous que le présentiel va revenir en bonne partie. Voilà, au revoir à tous et puis à la semaine prochaine pour ce nouveau cycle, pour ceux qui souhaitent y participer. Au revoir. Merci Philippe, merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.